Une remise en cause discrète traverse depuis des générations les salles de classe, les bibliothèques et les conversations familiales. Et si une partie essentielle de l'histoire des Amériques avait été simplifiée, rétrécie ou racontée de manière sélective? Et si certains contacts anciens, certaines migrations et certaines relations avaient été relégués à l'arrière-plan parce qu'ils contredisaient le récit que des institutions dominantes voulaient imposer? Dans plusieurs universités, des étudiants ont entendu des allusions à cette question sans jamais voir le sujet traité sérieusement dans les programmes les plus répandus. Une ancienne étudiante d'une université historiquement noire à Raleigh, en Caroline du Nord, se souvient qu'un professeur lui avait expliqué qu'il existait des indices selon lesquels des Africains seraient venus dans les Amériques et auraient interagi avec des peuples autochtones bien avant les chronologies officiellement admises. Cette phrase a ouvert une porte qui ne s'est jamais refermée. À partir de ce moment, la recherche a commencé. Des textes anciens, des récits de voyageurs, des documents coloniaux et des débats académiques ont commencé à dessiner une image bien plus complexe que celle qui est généralement enseignée dans les cours d'introduction. Le récit dominant avance le plus souvent en ligne droite. L'Europe explore, l'Europe découvre, l'Europe nomme, l'Europe construit. Tous les autres n'apparaissent qu'après coup, comme des silhouettes secondaires. Mais l'histoire n'est presque jamais une ligne droite. Elle est une carte dense de déplacements, d'échanges, de conflits, de mémoire et de silence. Certains récits européens anciens décrivant les populations des Caraïbes, de l'Amérique centrale et de certaines régions d'Amérique du Sud ont utilisé des expressions qui ont ensuite suscité de nombreuses interprétations. Plusieurs chroniqueurs ont parlé de groupes à la peau sombre, de communautés côtières inhabituelles et de populations dont l'apparence ne correspondait pas aux attentes des Européens. Ces passages ont alimenté pendant longtemps des controverses. Certains chercheurs estiment que ces descriptions renvoyaient à la diversité autochtone, aux effets du climat, aux malentendus linguistiques et aux erreurs d'observation des Européens. D'autres considèrent qu'elles pourraient préserver la trace de contacts transocéaniques plus anciens. La vérité, c'est que les documents de cette époque sont souvent incomplets, traversés par des préjugés et filtrés par la traduction. Mais le simple fait que ce débat existe mérite déjà une attention sérieuse. Vient ensuite une autre question qui a troublé de nombreux chercheurs et de nombreux étudiants. Dans plusieurs expéditions des premiers temps coloniaux, des Africains sont mentionnés comme interprètes, navigateurs, négociateurs et intermédiaires auprès de nations autochtones. Cette réalité complique à elle seule les idées simplistes sur l'arrivée des uns et des autres. Comment un individu supposé découvrir pour la première fois cet espace pouvait-il si rapidement circuler entre différentes communautés, comprendre des usages politiques complexes et servir d'intermédiaire dans des situations où la langue, le protocole et la confiance décidaient de la survie même des expéditions? Comment certains de ces hommes ont-ils pu devenir des figures diplomatiques utiles auprès de plusieurs groupes distincts si leur présence était entièrement nouvelle dans l'hémisphère? Plusieurs explications peuvent être avancées. Certains Africains avaient pu transiter par les réseaux atlantiques ibériques avant d'arriver dans les Amériques et acquérir ainsi des compétences linguistiques et maritimes précieuses. D'autres avaient peut-être appris avec une rapidité remarquable sous la contrainte, dans des contextes violents où l'adaptation était une question de vie ou de mort. D'autres encore avaient pu être choisis précisément parce qu'ils possédaient déjà un savoir pratique rare en matière de navigation, de médiation et d'observation. Enfin, certains avancent l'hypothèse d'interaction antérieure au récit européen dominant, interaction que les archives ultérieures n'auraient ni consigné correctement ni souhaité reconnaître. Aucune de ces pistes ne devrait être écartée sans examen. Une histoire digne de ce nom ne redoute pas les questions, elle redoute plutôt les certitudes prématurées. Un autre aspect souvent négligé concerne l'agriculture. Les colonisateurs européens ont à plusieurs reprises compté sur des savoirs africains dans les domaines de la culture, de l'irrigation, de la métallurgie, de l'élevage, de la gestion de l'eau et de l'adaptation à des environnements tropicaux. La culture du riz dans certaines régions des Amériques constitue l'exemple le plus souvent étudié, mais elle n'est pas le seul. Bien au-delà du riz, de nombreux Africains ont apporté une connaissance concrète des sols, des saisons, des plantes médicinales, des cycles hydriques
et des systèmes alimentaires résistants. Lorsque les économies coloniales se sont étendues, cette sélection de la main-d'œuvre n'a pas toujours relevé du hasard. Elle traduisait souvent la reconnaissance pratique d'une expertise spécifique. Il en va de même pour la mer. L'histoire maritime africaine est très souvent sous-estimée dans la culture populaire. Bien avant l'époque contemporaine, des sociétés africaines de la façade atlantique, de l'océan Indien, de la vallée du Nil et de la mer Rouge participaient déjà à des échanges commerciaux, à la navigation, à la pêche, au transport fluvial et à des circulations maritimes complexes. Des États côtiers avaient mis en place des systèmes économiques qui exigeaient une maîtrise fine des routes, des vents, des courants et de la logistique. Imaginer les Africains uniquement comme des captifs passifs dépourvus de traditions nautiques est historiquement faux. Beaucoup venaient de sociétés profondément familières, des voies d'eau et des échanges à longue distance. S'ajoute à cela la question des ressemblances culturelles qui intriguent des observateurs depuis des siècles. Une musique fondée sur la superposition des rythmes, des systèmes spirituels accordant une place centrale aux ancêtres, des danses cérémonielles, des fêtes liées aux saisons agricoles, des formes décoratives particulières, des traditions orales puissantes, des usages communautaires de la terre. Ces rapprochements ont nourri à la fois des travaux comparatifs sérieux et des affirmations excessives. Des ressemblances culturelles ne prouvent pas automatiquement un contact direct. Des sociétés humaines peuvent élaborer indépendamment des réponses comparables à des défis comparables. Mais ces convergences méritent un examen attentif et non le mépris ou la dérision. Pourquoi dès lors ces sujets provoquent-ils autant de tensions? Parce que l'histoire est liée au pouvoir. Celui qui définit le passé influence souvent l'identité présente. Les systèmes coloniaux ont tiré avantage d'une représentation de l'Europe comme seul moteur de la civilisation, tandis que les Africains étaient réduits à des figures sans initiative, sans science, sans diplomatie et sans présence mondiale antérieure. Si les Africains étaient reconnus comme explorateurs, commerçants, navigateurs, intellectuels ou acteurs établis de l'espace atlantique, la logique morale de la hiérarchie raciale se fragilisait. L'omission devenait alors politiquement utile. Le monde universitaire lui-même a évolué avec le temps. De nombreux historiens contemporains contestent activement les anciens cadres racistes et remettent au jour des éléments longtemps négligés. L'archéologie, la linguistique, l'étude des archives, l'histoire environnementale et d'autres disciplines continuent à transformer ce qui est tenu pour établi, mais les institutions changent lentement. Lorsqu'un récit simplifié s'est installé dans les manuels, les musées, les émissions éducatives et la mémoire publique, il peut falloir des décennies pour le corriger. Les étudiants reçoivent alors des certitudes dépassées, pendant que les chercheurs débattent d'une réalité bien plus nuancée. Cela ne signifie pas que toutes les thèses alternatives sont exactes. Cela ne signifie pas non plus que chaque hypothèse spectaculaire confirme automatiquement l'existence de voyages anciens. Une recherche sérieuse exige des preuves matérielles, des chronologies cohérentes, l'étude des langues, l'examen des objets, des comparaisons rigoureuses et une confrontation critique des sources. Certaines théories sensationnelles s'effondrent lorsque l'on exige ce niveau de rigueur. D'autres demeurent ouvertes, incomplètes, discutées, mais rejeter une propagande ne signifie pas accepter une fable. Cela exige une honnêteté intellectuelle constante. La question la plus profonde est peut-être ailleurs. Beaucoup de personnes ressentent que le récit traditionnel a rendu invisible trop d'êtres humains. Des populations entières ont été transformées en personnages secondaires sur des terres où elles vivaient, travaillaient, négociaient, résistaient et façonnaient les événements. Les Africains dans les Amériques ont trop souvent été introduits dans l'histoire uniquement au moment de l'esclavage, comme si aucune histoire antérieure ne comptait. Les peuples autochtones ont trop souvent été présentés seulement au moment du premier contact européen, comme s'ils attendaient d'être découverts. Ces deux déformations servent finalement la même vision du monde. Que se passe-t-il lorsque les acteurs effacés reviennent au centre du récit? La carte change. L'Atlantique cesse d'être une scène soudainement ouverte par l'Europe et redevient un espace de circulation plus ancien, plus disputé, plus humain. Les savoirs cessent de venir d'un seul côté. Les cultures, les plantes, les remèdes, les techniques et les formes de diplomatie apparaissent comme le produit d'interactions multiples, parfois harmonieuses, souvent conflictuelles. L'intelligence humaine réapparaît partout et non sur un seul continent. L'étudiante qui avait commencé à douter après les paroles de son professeur répondait à une intuition que beaucoup ressentent lorsqu'ils découvrent des sources primaires pour la première fois.
Un seul passage d'un journal de voyage, une note de cargaison, une plainte de missionnaire ou une description de témoins peut fissurer une mémoire officielle solidement installée. À partir de là, l'histoire redevient vivante. Elle cesse d'être une récitation mécanique pour devenir une enquête. Aujourd'hui, de nouvelles générations relisent des archives longtemps ignorées. Des spécialistes de l'histoire de la diaspora africaine, de l'histoire autochtone, des réseaux maritimes et des civilisations comparées élargissent le champ. Ils ne sont pas toujours d'accord entre eux et leurs désaccords peuvent être profonds. Mais l'existence même de cette conversation marque déjà une rupture importante. Le silence recule, la recherche avance. Le renversement le plus puissant est peut-être le suivant. Le véritable enjeu n'est pas nécessairement la preuve spectaculaire d'un seul voyage caché ou d'un seul royaume oublié. Il est plus vaste. L'histoire humaine a toujours été plus interconnectée que les récits officiels ne l'ont admis et les tentatives visant à écraser cette complexité ne pouvaient pas durer éternellement. L'ancien récit reposait sur des portes étroites. Ces portes s'ouvrent peu à peu. Le défi n'est donc pas de remplacer un mythe par un autre. Il consiste à suivre les preuves là où elles conduisent, même lorsque cela dérange des croyances héritées. Il faut demander qui a rédigé les premiers manuels. Il faut demander quelles voix ont été exclues. Il faut demander pourquoi certains documents ont été célébrés alors que d'autres prenaient de la poussière dans les archives. Il faut demander ce qui demeure encore invisible sous nos yeux. Car dès que l'on lit au-delà des résumés officiels, le passé devient beaucoup plus difficile à contrôler. Et lorsqu'il devient impossible de contrôler le passé, l'avenir lui-même commence à changer. C'est à cet endroit précis que naît la véritable puissance de cette enquête. Elle ne consiste pas seulement à corriger quelques lignes de manuel. Elle consiste à restituer leur profondeur à des peuples qui ont été réduits, caricaturés ou effacés. Elle consiste à rappeler que les sociétés africaines et les sociétés autochtones n'étaient ni immobiles ni muettes, mais capables d'échanges, d'innovation, d'adaptation et de stratégie bien avant que l'Europe ne prétende écrire seule l'histoire du continent américain. Cette remise en cause ne demande pas de croire aveuglément. Elle demande de lire davantage, de comparer davantage, de vérifier davantage. Elle demande aussi de comprendre que le racisme n'a pas seulement déformé les institutions politiques et sociales, il a également influencé les cadres du savoir, les hiérarchies intellectuelles et les versions jugées respectables du passé. Et voilà pourquoi tant de personnes continuent de questionner le récit dominant sur les peuples des Amériques. Non par goût du scandale, mais parce que trop d'indices, trop de contradictions et trop d'oublis se sont accumulés pour que le doute puisse être balayé d'un revers de main. Ce doute, lorsqu'il est guidé par la rigueur, n'est pas une faiblesse. Il est une force. Il oblige à revoir les archives, à relire les chroniques, à réévaluer les voyages, à interroger les catégories raciales imposées après coup et à se demander si certains acteurs décrits comme étrangers n'étaient pas en réalité plus proches de ces mondes qu'on ne l'a admis. Tant que ces questions resteront ouvertes, le récit officiel ne pourra plus se présenter comme une évidence absolue. Pour ne rien manquer des dernières évolutions, abonnez-vous dès maintenant à Chroniques éternelles. Activez la cloche, partagez cette information et dites-nous ce que vous en pensez.